Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix-Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et sans plus tarder, je vous présente l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices, Isabelle, Rosalie, Alexandra et moi-même, Danilo. Et cette semaine, on part en virée à... Les Cèdres! Bien voilà! Son nom rend honneur au grand cèdre qui s'est trouvé au pied des rapides du fleuve Saint-Laurent. Pour ceux qui ne connaissent pas ces petits coins de pays, les Cèdres est situé à 40 km au sud-ouest de Montréal. Et moi, les Cèdres, j'ai découvert des petits trésors historiques, comme le Montréal Live Steamers, un club de trains miniatures. Et j'ai amené mon fils, Gaël. Salut François! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ouais, en Hey, tant que merci. président, j'aimerais ça vous souhaiter la bienvenue au Montreal Steamers pour votre première visite. Ah, c'est vraiment incroyable, un endroit tout à fait charmant. On arrive ici, là, on a l'impression de plonger dans l'histoire, dans le passé, mais puis c'est particulier. Parle-moi un peu du club. Qu'est-ce qui est... OK, nous autres, dans le fond, on est des tripeux de train. On fabrique toutes nos locomotives, nos wagons, on les entretient, on les répare, on fabrique nos chemins de fer, toutes les installations, tout ce que vous voyez ici, c'est toutes nous qui les faisons. Puis ça vient de où? Depuis combien de temps ça existe, le club? Le club a été fondé en 1934. En fait, ça vient d'une section des Montreal Mall Engineer Society. Puis là, il y a un de ces membres-là, M. Bill Laguette, qui était à Ville-Saint-Lambert. Lui, il avait son petit chemin de fer dans sa cour en arrière. Les gars se réunissaient là. Mais là, c'est venu tellement gros avec les années que là, son petit chemin de fer était rendu trop petit pour le nombre de personnes qui voulaient aller essayer leur locomotive sur son chemin de fer. Fait que là, en 1939, le club a eu permission du CN de bâtir un chemin de fer sur le terrain, tout près de la vieille gare. Le club a été là jusqu'en 1964. Ils sont fait exproprier par le CN parce que le CN venait juste de vendre les terrains pour le développement. Fait qu'après ça, le club a resté en stand-by pendant 3 ans. On a storé la voie dans une grange. Puis en 1967, le club a trouvé le terrain ici. Puis on est ici depuis 1967. Comment ça fonctionne pour être membre? Ben, il faut être passionné. Oui, Faut être exactement. passionné de C'est sûr, en partant, il faut aimer les trains. Voilà. C'est déjà un prérequis. Oui, c'est ça. Mais comment ça fonctionne? Bien, n'importe qui voudrait être membre, dans le fond, ça prend juste quelqu'un qui est passionné, ça prend quelqu'un qui est vraiment manuel. OK, pour avoir une locomotive. Parce que surtout à vapeur, parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a beaucoup d'entretien. Fait que, tu sais, ça prend, en guillemets, ça prend quelqu'un qui aime picosser. Comme nous, c'est ça, exactement. Parce que nous autres, la plupart des locomotives qu'on a, ils ont tous été fabriqués par des membres. Mais des fois, il y a des membres qui n'achètent seconde main, qui ont besoin d'un petit peu plus d'amour, puis ils pognent un peu pour moins cher, puis ils reconstruisent. Puis c'est comme ça qu'ils rentrent dans le passe-temps. Comment vous fonctionnez? Parce que vous n'êtes pas un parc d'attractions non plus. Non, là. non, Je veux non. dire, les gens qui vont nous voir à l'écran ne peuvent pas dire « Hey, je vais appeler puis je vais aller en fin de semaine avec mes enfants. » Puis là, c'est pas un parc d'attractions. Non, exactement. Tu sais, nous autres, on est vraiment un petit club privé. On est une OSBL. On est vraiment sans but lucratif. On fait des journées portes ouvertes. On a fait 4 à 5 par année. Ça dépend tout le temps des saisons. Habituellement, c'est le premier dimanche de chaque mois, mais on met les informations sur notre Facebook et sur notre site Internet. Chaque membre, quand il vient pendant la journée porte ouverte, qui offre des tours de train ou qui fait juste faire une démonstration, c'est vraiment, ils prêtent, en guillemets, leurs équipements au club, juste pour faire une démonstration ou donner des tours de train. Puis tous les dons ramassés vont vraiment pour l'entretien du terrain ou pour les projets, entretenir le chemin de fer. Il y a tout le temps quelque chose à réparer. Oui. Ça n'arrête pas. J'imagine. Ben oui, effectivement, c'est de l'entretien. Bien, il y a beaucoup de réseaux. Je veux dire, par terre, on a 4000 pieds sur le réseau pour le gros chemin de fer. Puis le plus petit chemin de fer, on a quasiment 1400 pieds. Effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Il y aurait même de la place pour un reporter. Oh, ben... Moi, j'aimerais savoir l'activité, comment ça se passe, comment on fonctionne, parce que faut préciser quand même, par exemple, ici, c'est un train. J'ai parlé avec ton oncle tout à l'heure.
C'est un train qui a existé vraiment. Je crois que c'est un D10. Oui, exactement. C'est pas tout à fait une réplique fidèle, mais c'est vraiment inspiré d'une locomotive qui vient du Canadien Pacifique. OK. Un D10. Il y a quelques petits détails qui fait que c'est pas tout à fait un D10, mais c'est vraiment très, très inspiré. C'est très, très, très. C'est une vraie locomotive à vapeur. Elle fonctionne exactement comme une vraie locomotive à vapeur, sauf pour les accessoires. Fait que tous les accessoires de rentrée de l'eau dans le boiler, les accessoires pour la lubrification des cylindres, tout ce qui est accessoire est vraiment simplifié à sa plus juste valeur, mais c'est tous les gars qui ont fait leur propre ingénierie avec le temps. C'est le 1/8e d'échelle là, exactement. de la vraie. Là. Fait que ceux-là cette locomotive-là est 1/8e d'échelle. Fait que c'est vraiment 8 fois plus petit que les vrais. Après ça, on a des 1/12e et 1/16e d'échelle. Alors moi, mettons que là, je veux partir à la locomotive. Donc, on est à vapeur. Oui, à vapeur. C'est le charbon. Charbon. Alors, c'est ce qui conclut mon passage ici au Montréal Live Steamers. Vraiment, on a été accueillis de façon extraordinaire. On nous a même servi un barbecue. Ma famille, notre caméraman Maxime. Vraiment, c'est un endroit incroyable. On invite les gens à être attentifs quand il va y avoir des portes ouvertes. Et vraiment, vous êtes les bienvenus. Et ceux qui veulent devenir membres, prenez des informations, le site web, juste ici en bas. Et puis, vraiment, venez tenter cette expérience. Mon garçon, ici même, capote. Alors, sur ce, je vais vous dire au revoir. Je suis rendu un vrai chauffeur de train. Et on s'en va travailler. Es-tu prêt, garçon? On y va? Merci tout le monde! Au revoir! Ah, quelle émotion forte d'être conducteur de train. Hein? Vraiment, là, c'était merveilleux. Des émotions fortes. Mais toi, Isabelle, t'as vécu des émotions fortes aussi à l'Icèdre, hein? Oui, vraiment, au Montréal Ski Club, où j'ai fait du tir au pigeon. Ah oui? C'était vraiment une belle dose d'adrénaline. C'était vraiment une super belle expérience. Hâte de voir le reportage. As-tu réussi à en tirer un? Non. Ben, nous autres non plus. On est allés toute l'équipe. Non, il n'y a personne qui a réussi. Ma vie est gâchée. Alors, on s'en va aujourd'hui au Montréal Ski Club rencontrer Carl pour en savoir un petit peu plus sur le tir au pigeon d'argile. Alors, j'ai bien hâte, fébrile d'essayer tout ça. Donc, mon père, il a commencé, ça fait 40 ans. Lui, il était dans l'industrie des munitions. Lui, il fabriquait des balles à Sainte-Justine-de-Newton. C'est des cartouches pour le pigeon d'argile, pour la chasse, cartouches de tout ce qui est de 12 ou ce qui est de fusil, pas de carabine, vraiment de fusil. Puis il a toujours aimé le tir, il allait les fins de semaine dans des clubs de tir et tout ça. Puis un jour, il a entendu que ce club, il était à vendre. Ça fait 25 ans que mon père est propriétaire du club maintenant. Et moi, j'ai pris la relève il y a à peu près 5 ans, je vous dirais, pour repartir le club, pour l'initier à de nouveaux tireurs puis de nouvelles générations de tireurs, dans le fond. OK. Parce que c'est vraiment le fun. Ah, c'est super le fun. C'est une activité, tu sais, malgré le monde qui pense que c'est des armes, tout ça, c'est considéré pas safe et tout ça. C'est tout au contraire. Ici, la sécurité, c'est primordial. Faire attention au maniement d'armes et ainsi de suite. On apprend ça à tous nos clients. Et donc, ça leur donne un safe, être sécuritaire autour du monde. OK. Puis est-ce qu'il y en a aussi qui font des compétitions? Avez-vous des volets différents niveaux? Il n'y a pas autant de compétitions qu'il y a aux États-Unis, malheureusement, au Canada. Mais on a des tireurs, on a, je te dirais, une vingtaine, trentaine de tireurs qui pratiquent pour faire des compétitions au tir au pigeon d'argile.
comme je te dis. Non, mais ça peut être, c'est vraiment Ah oui, intéressant c'est le pour fun. ceux qui- Mais ça peut être comme des professionnels qui tirent ou ça peut être des gens qui n'ont jamais fait ça, qui veulent essayer. Puis nous, on donne la chance au monde de pouvoir essayer le tir au pigeon d'argile, dans le fond. Ah, mais super, mais je vous remercie beaucoup. Ça a été super intéressant. Ça va faire plaisir. Puis on va Bien sûr. tirer, Ouais. on va montrer comment ça marche un peu. On va aller essayer ça. ben, c'est- Ça bonne adrénaline, on va essayer ça. C'est une première fois, donc ouais, première fois à tout. Donc, une fille d'aventure, alors je suis prête. Donc là, qu'est-ce qu'on va tirer maintenant? Ça s'appelle de la trappe. Dans le fond, le bunker qui est en ciment devant nous, c'est de là que le pigeon d'argile sort. Donc, je vais te montrer un pigeon d'argile à quoi ça ressemble, OK? Quand tu veux le pigeon d'argile, dans le fond, tu vas dire le mot poule. OK. Quand tu es installé comme ça, tu dis poule. Quand tu dis poule, moi, je lance le pigeon. OK. Fait qu'on va en voir un ensemble. OK. Poule. Hop, il n'est pas sorti. OK. Ah, OK. Là, il est sorti. OK. On va aller une autre fois. OK. Poule. Bang. OK. Je mets la cartouche. Fusil sécuritaire vers le champ. Ouais. Je te le mets sur ton épaule. OK. On se prépare. Comme ça. La main sur la gâchette avec le bout ici. Ça. Super. Quand tu vois le pigeon, c'est toi qui lèves un peu. OK. Hein? Quand t'es prêt, dis poule. Poule. OK. OK, ouais. OK, Ça c'est bon, prend- c'est bon. OK, Comment ouais, c'est quand la même, ouais. Tu le sens un Ça peu? donne un petit OK, quand good. même. Poule. Oh, c'était Oh. proche. Hey, je te jure, OK, c'était ouais, proche. ça comme ça attend une Vous avez couple vu de que c'était secondes. proche? Poule. C'était hyper proche. C'est comme Hyper tout le temps, proche. comme- T'es juste, c'était proche. Aïe, aïe. Mais c'est ça, c'est le timing, c'est de Le l'avoir, timing, c'est le timing. Donc ça, c'est un pigeon qui bouge, il monte en haut. Fait que toi, tu veux vraiment l'intercepter dans sa montée. Fait que tirer un peu au-devant du pigeon. C'est OK? comme d'attendre un peu, mais comme pas trop non plus. Exactement, exactement. Ah ouais, on recharge. OK, tu t'installes. Quand tu es prête. Poule. Oh, là, on est passé par-dessus. Là, on est passé par-dessus. Puis, c'est pas pire? Ouais. Ouais, t'aimes C'est ça? quand même, ouais. Cool, cool, Ouais, c'est le feeling. Le tout feeling ça, est là, cool, de- le ouais, feeling est ouais, bon. ouais. Puis, finalement, Ça le donne- coup, c'est pas si pire. Ouais, c'est pire. On sent une pression, mais c'est C'est pas ça. comme ça donne pas un coup. là, Exactement, vraiment, là, mais exactement. c'est Vraiment très. Ben, à force, c'est ça, de pratiquer. puis Ben de- oui, exactement. C'est C'est toute juste la pour pratique comme tout l'activité. sport. C'est l'activité, c'est le fun, c'est ça, en plein air puis tout. Là, donc, Exact, non, exact, C'est exact. vraiment le fun. Merci cool. beaucoup d'avoir Ouais, ça fait découvert, plaisir, c'est ça fait vraiment- plaisir. Est-ce quelqu'un qui veut essayer? Yes! Comme ça. Ouh. Oh, on a passé encore juste en dessous. Merci. Notre caméraman, il veut-tu l'essayer? Oh. Ouais! Wow, quel beau reportage, mais il faut toute une technique pour tirer, hein, comme bien placer son coude, hein, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, parler de lever le coude, toi, Alexandra, t'es allée lever le coude dans un vignoble, n'est-ce pas? Au bourg des Cèdres, Oh, wow. où j'ai découvert le vin orange. Le vin orange. Orange. Ben, allons voir. Voir. Bonjour à tous mes Vaudreuils soulangeois. Aujourd'hui, je suis au bourg des Cèdres et je m'en viens rencontrer Nancy Raymond, copropriétaire, qui va venir nous parler de toutes les particularités de son vignoble. J'ai fait des petites recherches avant de venir ici et puis j'ai vu que Benoît était dans l'informatique. Oui. Avant de faire l'acquisition en 2011 d'une terre, d'un vignoble finalement. C'est venu d'où cette idée-là? Ah ben, on a acheté la maison en 2007, puis il y avait la terre qui venait avec, puis elle était louée pour du foin. Puis en 2011, ben, le bail venait à échéance, donc mon conjoint, il était en informatique, il travaillait de la maison en télétravail, puis il était tanné. Donc un matin, il m'a demandé si ça me tentait de faire un vignoble, puis moi, de façon très naïve, j'ai dit oui, sans savoir tout le travail qu'il y avait en arrière de ça. Mais c'est une belle aventure. C'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous aviez des connaissances quelconques dans le vin ou dans la... Pas du tout. C'est sûr qu'on aimait le vin déjà d'avance. On avait pris des petits cours là, pour reconnaître les cépages, puis
un peu comme ça. Puis on faisait la tournée un peu comme plein de monde, la tournée des vignobles. Mais donc, sachant qu'on faisait un vignoble, bien, on s'est fait aider aussi par un œnologue. On s'est fait aider aussi par un agronome. Avant de partir un vignoble, il faut savoir aussi que la terre, il faut savoir si elle est propice à ça. Donc, on l'a fait tester. Puis, l'agronome a dit oui, tu peux faire un vignoble, mais il faut que tu draines. Donc, là, on a drainé, on a tout labouré, on a tout remis la terre en pente là, pour que ça s'égoutte bien. Puis après ça, bien, c'est ça, on a planté. Puis, Est-ce qu'il y a un avantage à être situé ici? Bien, nous, on est chanceux, on est devant le fleuve Saint-Laurent. C'est magnifique, mais aussi, ça permet de faire un climat tempéré. Au Québec, ce qui est vraiment malheureux, c'est au mois de mai. Il y a des gels printaniers qui font en sorte que les bourgeons, un coup, qui ont commencé à sortir leurs feuilles, il ne faut plus qu'ils gèlent. Mais des fois, ça gèle encore pendant cette période-là. Donc après, si ça gèle, il n'y a pas de raisin pour la saison. Mais cette année, d'ailleurs, la photo, là, vous aviez eu de la neige. C'était à quelle date, ça? C'était au mois d'avril. Okay. Donc, on a eu en avril, puis ici, on a failli geler à la fin mai. Okay. Mais on a été chanceux à cause du fleuve. Ça a permis de tempérer notre terre. Donc, on a été moins froid que ce qu'ils disaient sur la météo. Okay. Puis, il y a 3 autres vignobles ici, dans la région. Puis, eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Parce que là, vous avez quand même une formation en muséologie, anthropologie, donc c'est... Oui, c'est ça. J'ai une formation en muséo, plus en mise en valeur du patrimoine. Donc, c'est sûr que dans le projet, ça a fait une couleur au projet. Ma belle-mère, moi, elle aime beaucoup l'écluse. Ou les écluses. L'écluse numéro 4. Oui, le vin rosé, là. Oui. L'écluse numéro 4, c'est... bien, je vais en profiter parce que tout le nom de nos vins sont par rapport à l'histoire de la région. Donc, on met en valeur le patrimoine de la région en même temps que nos vins. Donc, l'écluse numéro 4, c'est la petite écluse qui se trouve être au fond de notre terre, qui est proche de la 338 puis la 30. C'est une des écluses qui est faite en arche. Spéciale, cette écluse-là. C'est une écluse test. L'ingénieur de l'époque, le canal a été construit dans les années 1892 à 1899. Puis, l'ingénieur de l'époque a vraiment voulu mettre tout ce qui était à la fine pointe de la technologie sur ce canal-là. L'ingénieur a été chercher un système qui permettait de vider et remplir l'écluse en 6 minutes. Ça a été la première au Canada qui a été mis avec ce système-là. C'est la première aussi qui a été faite en béton armé. Donc, c'est la seule sur le canal, mais c'est la première au Canada. Ça peut prendre combien de temps environ trouver un nom comme ça? Bien, c'est voir un peu des aspects qui sont encore visibles sur le territoire, puis c'est de la recherche. C'est trouver des choses. C'est trouver aussi une image qu'on peut mettre sur les vins, parce que ça l'est remarqué sur les étiquettes, il y a comme un vernis avec la photo de l'image. Donc, ça prend quelque chose qui va interpréter, dans le fond, le nom. Puis, il y a des gens aussi qui me rapportent des choses. Donc, oui, ça peut prendre du temps avant de trouver un nom. Fait que là, vous, le jour, vous occupez un emploi là, dans votre domaine, hein? Oui, j'ai pas arrêté de travailler. Il y a juste mon conjoint qui est 8 jours sur 7 sur le vignoble. Mais moi, la semaine, j'ai mon métier. Je travaille comme chef de division culture, bibliothèque et développement social. Donc, je m'occupe d'un musée, de 2 bibliothèques, d'une salle de spectacle. J'ai une équipe en dessous, là, mais quand même, c'est combien d'heures par semaine que vous travaillez, mettons? Bon, ça peut être facilement 75-80 heures semaine. J'ai pas l'impression de travailler dans le vignoble. Je comprends. J'ai l'impression de venir jouer. Oui. C'est un projet. C'est pour nous autres. C'est ça. Puis au travail, bien, c'est ce qui fait la sécurité là, pour le projet aussi. Vous faites une belle équipe. Oui. Bien, merci beaucoup, Nancy, de nous avoir reçus. Ça a été super agréable. C'est sûr que je repars avec une bouteille, avec les écluses. L'écluse numéro 4. Parfait. Hey, mais c'est tout un art d'être vigneron, hein? Pas de blague. Mais toi, Rosalie, tu as rencontré un artiste de renommée. Oui, effectivement. J'ai rencontré Bernard Séguin-Poirier, un artiste accompli et chaleureux. Mais j'ai surtout adoré
sa galerie que l'on surnomme La Chapelle. Allons voir le reportage avec cette mouette qui passe. Aujourd'hui, je vais découvrir un grand bijou de la région qui est la galerie Séguin-Poirier. Je vais m'entretenir avec M. Séguin-Poirier qui va me parler de l'importance de l'art dans la société. Bonjour, M. Séguin-Poirier. Bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. J'aimerais savoir d'où vient votre inspiration pour vos œuvres artistiques. Mon inspiration, mon Dieu. C'est drôle, hein, parce que ça fait quand même 53 ans de carrière et j'ai toujours autant d'inspiration aujourd'hui que dans les tout débuts, lorsque j'avais l'âge, lorsque j'étais à l'adolescence. J'ai toujours été inspiré par le vrai, par la nature, par la famille, les enfants, la musique, les belles choses, en fait, de la société. Et Dieu sait, dans le temps qu'on vit, de côtoyer le beau, côtoyer la nature, côtoyer le vrai, c'est pas nécessairement facile. Donc, c'est des thèmes qu'on retrouve dans vos œuvres souvent. Toujours. Puis, votre passion pour l'art est arrivée comment? Bien, les dons artistiques, d'après moi, c'est quelque chose qui est quasiment inné. Hein. Tu nais avec, mais c'est sûr que le contexte, l'éducation que tu as eue fait en sorte que tu prends ce chemin-là facilement. Et cette passion-là, je pense que je l'ai depuis que je suis tout petit, parce que mes parents étaient des orfèvres, ils travaillaient l'art des métaux précieux et je vivais dans les ateliers d'orfèvrerie et j'étais très encouragé par ma mère, qui était une disciple de Paul-Émile Borduas. Ah, wow! Puis, votre démarche artistique, comment elle s'est développée au cours des années? Bien, la démarche, c'est tellement important, une démarche artistique. Souvent, on reconnaît un artiste beaucoup plus pour sa démarche que pour même sa production comme telle. Et moi, elle s'est développée, mon Dieu, par l'implication, par le travail, par la maîtrise de mon art, essayer de répondre vraiment à ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans la tête, toujours avoir comme préoccupation de transmettre. Ça a fait en sorte que ça a créé une démarche que je pense intéressante avec les années. Définitivement une démarche originale, qu'on peut dire. Absolument, absolument. Puis, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut débuter dans le domaine des arts? Ah, souvent, je dis aux gens qui veulent débuter dans les arts, vous qui aimez le travail, il faut qu'ils soient passionnés. Ça, au départ, si c'est des gens qui ont de la misère à être passionnés, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Il faut qu'ils aiment le travail, il faut qu'ils soient persévérants. Et puis, et souvent, j'ajoute, il faut avoir une bonne santé pour faire toute une vie à un moment donné et combattre. Parce que être dans les arts, c'est fou à dire, j'aime pas bien utiliser ce terme-là, mais c'est comme une guerre. Tu fais face à la critique toute ta vie, peu importe que tu aies 20 ans, 25, 40, 60 ans, tu fais face à la critique et il faut que tu sois muni, il faut que tu sois fort pour pouvoir, à un moment donné, avancer malgré toutes les critiques et malgré aussi toutes les belles fleurs, les beaux compliments que tu reçois. Donc, c'est d'être humble puis être bien armé, si je comprends absolument, bien. Absolument. C'est comme un sport, hein? Faut que tu aies de l'entraînement, faut que tu sois bien armé.
Finalement, ma dernière question, je sais que vous avez un four qui est quand même assez impressionnant. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Bien, je voudrais dire que mon art, c'est un vieil art, sans faire de jeu de mots, là. C'est un art, à un moment donné, qui date depuis plus de 2000 ans et qui s'est développé à travers des siècles et des siècles. Et puis, moi, ce que j'ai apporté, c'est je voulais, par ce que je faisais, m'exprimer en grand. Alors, je me suis aperçu qu'il fallait que je développe des fours et j'ai développé des grands fours pour produire ma forme d'art et puis ce qui en a fait les plus grands fours à l'international où se réalisent dans mes ateliers les plus grands tableaux en émaillerie. C'est impressionnant tout ça. Bon, bien, je vous encourage à continuer vos œuvres. Ben, je pense que je vais continuer quelques années encore. On est bien contents. Merci. Merci, ça a été agréable. Et c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes collaboratrices Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Vérité. Cette semaine, pour la première fois à l'écran, Lorraine Simard. On la retrouve chez elle dans la chambre à coucher, dans le sketch Qu'est-ce qu'on donne? Oh mon Dieu, mon vieux dentier! Qu'est-ce que tu fais encore avec ça? Ben, je l'ai gardé au cas où, mais j'aime mieux le nouveau. Il me rajeunit. Donc, tu t'en débarrasses? Ben non, sais-tu combien que ça coûte? Mais vous le garder, le donner à quelqu'un qui en a besoin, qui n'a pas beaucoup de sous. Saviez-vous, Lorraine, que les objets très personnels pour des questions d'hygiène comme votre dentier ne se partagent pas et ne peuvent donc pas avoir une deuxième vie? Eh oui!